19 heures dans les locaux de ESAE Télévision. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu dans la matinée de ce mercredi 14 septembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, les grandes décisions prises ce jour. 2 individus ont trouvé la mort ce jour lors d'une attaque d'un poste de douane par des individus armés. Les faits se sont déroulés à Malanville dans le village de Gongon, à l'entrée de l'arrondissement de Guéné. Les détails sur ce drame dans un instant. Après quelques mois d'absence, l'ex-capitaine des Écureuils du Bénin, Stéphane Sesseyon, signe son grand retour dans la sélection nationale. Les impressions de quelques journalistes sportifs sur cette actualité dans ce 19h. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le Conseil des ministres de cette semaine s'est réuni ce mercredi 14 septembre 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, il a été décidé de la réglementation de l'embauche et de la gestion de la main-d'œuvre docker dans les ports et les plateformes logistiques portuaires en République du Bénin, des conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023, des amendes de carité, des nominations des membres au conseil d'administration de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres cette semaine, on retient le recrutement de 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2022. La reconstitution de la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant au primaire et au secondaire général. L'acquisition de 188 ambulances au profit du service d'assistance médicale d'urgence SAMU Bénin et des formations sanitaires. La réalisation en urgence de la première phase des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. L'acquisition d'équipements agricoles dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal 2022-2024 de la Société nationale de mécanisation agricole SONAMA. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations dans 2 ministères, à savoir le ministère du Cadre de vie et du Développement durable et le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous y reviendrons en images et sons dans nos prochaines éditions du journal télévisé sur ESAE TV.
Triste nouvelle à Malanville, 2 personnes ont trouvé la mort ce jour lors d'une attaque d'un poste de douane par les individus armés. Les faits se sont déroulés à Malanville, dans le village de Gongon, à l'entrée de l'arrondissement de Guéné. Selon les informations, les assaillants, après l'attaque, ont mis le feu au matériel des agents de douane sur lesquels ils ont mis la main. Le poste situé à l'entrée de Guéné serait une installation précaire à l'abri d'arbres sous lesquels les agents ont l'habitude de se positionner. On parle religion à présent. L'Union islamique du Bénin, UIB, au détour d'un atelier, fait un bilan de l'organisation du Hajj 2022. Tenu à Cotonou ce mardi 13 septembre 2022, cet atelier s'inscrit dans le cadre d'exercice de la mission de réédition de comptes de l'Union islamique du Bénin, UIB, à la communauté musulmane du pays. Au thème du dit atelier, il en ressort que les pèlerins ont apprécié et sont satisfaits de la qualité de l'organisation de cette année suite aux réformes du gouvernement. Notons que pour le compte de l'année 2022, 2063 pèlerins ont effectué le Hajj cette année. Les participants ont réaffirmé leur soutien aux réformes enclenchées par le gouvernement pour dynamiser l'organisation du pèlerinage au Hajj au Bénin. Ces derniers souhaitent que le gouvernement continue les échanges avec les autorités saoudiennes pour obtenir un meilleur quota pour le Bénin lors des futures éditions du Hajj au Bénin. Les participants ont également proposé de meilleures pistes pour parfaire les éditions futures, notamment une prise en compte du cas des personnes portant un handicap. La pré-rentrée scolaire 2022-2023, prévue pour le lundi 12 septembre dernier, a débuté dans certains collèges d'enseignement général CEG de la ville de Cotonou. Certains parents d'élèves en profitent pour inscrire leurs enfants. C'est le cas au CEG du Lac Sisak Bedjoumende dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou. Dans la matinée de ce mercredi 14 septembre 2022, une équipe de notre rédaction est allée faire le constat. Vivez l'ambiance qui a prévalu à travers ce reportage signé Quentin Amoussou et Nansérine Fatoumbi. Ici, au Collège d'enseignement général CEG du Lac, la pré-rentrée semble être le moment choisi par les parents d'élèves pour inscrire leurs enfants. La cour totalement déserte, les salles de classe vides, mais prêtes à accueillir les élèves. De part et d'autre, certains élèves scellent leurs retrouvailles pendant que d'autres remplissent les formalités pour se mettre en règle. Je suis venu faire inscrire mon petit frère qui passe en classe de 6e pour demander comment on va faire l'inscription. Après, ils m'ont dit de faire photo et on m'a remis un ticket. Je suis venu ici pour prendre le ticket pour payer à la banque. Je suis venu pour m'inscrire, pour déposer les dossiers pour commencer la classe de 6e. Un rang qui tarde un peu à se vider, le désespoir se lit sur certains visages. Seulement 2 agents à la comptabilité reçoivent les élèves. 10 heures. Ils ont dit que c'est déjà suffi. Désormais, les inscriptions se font suite au dépôt d'une partie des frais de scolarité au niveau d'une banque bien précise. Du nouveau au sein de l'enseignement secondaire, peut-on constater. On parle environnement à présent. La Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine du Grand Nokoué, SGDS-GNSA, a été créée en novembre 2018 par l'État béninois pour la mise en œuvre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. Depuis, elle s'occupe de la collecte des déchets dans le Grand Nokoué. Après plus de 3 années d'existence, les citoyens de la ville de Cotonou apprécient le travail de cette structure. Suivons-les au micro de Anaël Dou. La gestion actuellement est meilleure par rapport à ce qui se faisait avant. Ils travaillent. Grâce à eux aujourd'hui maintenant, on voit la ville est propre. Je sais que quelque chose est fait. Quelque chose est fait par cette société SGDS. Quelque part, c'est bon. Mais il y a quelques insuffisances qu'il faudrait pallier.
si la société de gestion nous écoute, ces insuffisances-là sont: il n'y a pas assez de personnel. Les tas d'ordures ne sont pas automatiquement ramassés dans certains endroits, si bien que ces ordures restent, voire par terre bien sûr, voire des mois. Alors, il faudrait pallier à ça là. Le personnel que vous utilisez, ce personnel-là, je dirais bien, est sous-traité. Des fois, il y a des agents délicats parmi eux. Des agents délicats parmi eux. Et qui ne prennent pas le travail au sérieux. Ils font des pagailles, des désordres. Et c'est ceux qui conduisent les motos là. Ceux qui conduisent les motos là. Ils prennent comme c'est un moto de gouvernement, c'est un moto d'État ou bien moto de cortège présidentiel. Quand ils mettent sur la voie, ils ne respectent pas le code de la route. Et dépôt fi on baisse quand 5 kuduro begamen fineo me go bia togome zuko no sino zuko sino togome traitement alors ne fi no traité do zuko de temano yoro on tuare ro begamen kan gudo fio bono ministère de la défense gudo fineo e yin bona sino finea iniwa de zuko sino mi ko togome gbangba mi de iniwa de ne sin togome be ba zuka mbo soro abia système de gbetero système do système yi. Et quand ils sont dans le système, Zuko, on a un Zuko, il m'a pas fait un parfum. Zuko, il donc. Mais quand on a besoin de faire béton, il a fait il a budget, il a donc un brio. Il a besoin de Zuko, parmi nous là, il y a d'autres là qui mettent tout dans les ordures. Ils mettent tout dans les ordures, dans ces ordures là. Et ces ramasseurs, n'oublions que ces ramasseurs aussi sont des hommes comme eux. Donc s'ils viennent, ils trouvent de n'importe quoi, alors là, ils vont se décourager. Demain, ils ne vont plus passer chez vous. C'est là où il y a problème. Ce que j'ai à reprocher parmi, parce que quand ils font le transfert de Guégamé vers le dépôt qu'il y a aux forêts là-bas, là, il faut qu'ils couvrent les ordures. Des fois, les ordures versent encore sur le goudron. Qu'ils couvrent les ordures avant l'heure de chargement, que les ordures soient protégées. Parce qu'ils prennent le chemin vers le dépôt comment on appelle-t-on, celui qui est aux forêts là-bas, là, hein? Parce que des fois, quand le vent rentre dedans, ça verse encore par terre. Et tu es derrière eux, pas en marchant, tu vas avoir ces ordures-là sur toi. Il y a des bacs à ordures dans certains quartiers aujourd'hui. C'est bon. Il faut que ces bacs à ordures soient placés partout dans le Grand Okoué. Et il faudrait aussi que le personnel soit bien entretenu, car le personnel est en contact avec des microbes. Leur pays bien, ils doivent avoir un salaire vraiment, et un salaire bien propre, bien consistant quoi. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. En sport, l'ex-capitaine des Écureuils du Bénin, Stéphane Sesseignon, signe son grand retour dans la sélection nationale après quelques mois d'absence. L'annonce a été faite par le sélectionneur national des Écureuils, Moussa Latunji, dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Générale, Mathieu Kérékou de Cotonou. Quelques journalistes sportifs apprécient le retour du capitaine des Béninois, Stéphane Sesseignon. Suivons-les au micro de Colombe Oussou.
Le sélectionneur national a dévoilé une liste de joueurs parmi lesquels il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, certains qui vont effectuer leur première sélection, d'autres qui viennent par à coup. Ce sera pour lui quand même l'occasion de les tester pour voir s'ils sont candidats éventuellement à des places de titulaires dans notre équipe nationale, parce qu'il faut à un moment donné commencer par challenger les postes pour que certains ne se sentent pas comme des seigneurs, comme des sénateurs, et donc il faut pouvoir les challenger pour évidemment amener de la concurrence. On sent qu'il y a une envie au niveau du sélectionneur national de faire un turnover, de toucher à de nouveaux joueurs, quitte à avoir des doublures, comme il a dit, j'emploie ces mots. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, est-ce que entre ce turnover et ces certitudes, est-ce qu'il va arriver à nous former une excellente équipe compétitive et surtout à même de gagner? Parce qu'actuellement, on n'a pas besoin simplement que de résultats, on a besoin de gagner uniquement. Après 2 défaites, il faut une équipe offensivement correcte et potable qui puisse mettre la balle au fond des filets, parce qu'on a un véritable problème à ce niveau. Et derrière, travailler sur la défense, parce que on n'a pas encore une défense totalement moulée quand on constate que Cédric Ontonji revient également de blessure. Donc il y a un gros travail à faire. On attend de voir un peu ce que cela va donner. Pour le retour de Stéphane Sessegnon, je crois que ça fait 2 ans quand même que Stéphane Sessegnon n'est plus revenu en équipe nationale. Aujourd'hui, il a 39 ans. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. C'est: est-ce que Stéphane Sessegnon peut continuer par être utile? On a toujours besoin d'un joueur de son calibre quand on sait le poids de l'âge, quand on connaît le métier et l'expérience de ce joueur. On est forcément tenté de dire qu'il va aider les plus jeunes ou qu'il va apporter de son savoir-faire. Et en même temps, on est un peu déçu parce qu'on se dit qu'après autant d'années qu'on n'ait pas trouvé de véritable remplaçant pour le capitaine Stéphane Sessegnon. Ça prouve à quel point le football n'arrive pas à enchaîner avec les générations. Au-delà du sportif, Stéphane Sessegnon a cette carrure de patron des écureuils du Bénin. Il va amener un peu plus de sérénité dans le groupe, c'est une évidence. Après, sur l'aspect purement sportif, je doute qu'il soit véritablement apte à faire 90 minutes. La peau dans son club, il a joué une trentaine de minutes environ. C'est déjà pas mal, parce qu'il a passé près de 2 saisons à ne pas être sur une pelouse de foot. C'est jamais évident. Il est en train d'avoir presque 40 ans, 38 ans, si je n'ai pas tout oublié. Voilà. Donc ça peut être très difficile. Mais voir Stéphane Sessegnon 20, 25 minutes dans un match avec les écureuils du Bénin, dans ce milieu de terrain, ça peut toujours apporter un plus, parce que la technique, il n'aura pas perdu. La vision de jeu, il l'aura toujours. Après, c'est à lui de trouver le sens du déplacement qu'il faut pour s'économiser beaucoup plus et apporter un vrai plus à cette équipe. Mes impressions sont un peu mitigées, parce que c'est vrai qu'on connaît Stéphane Sessegnon, mais et on se pose beaucoup de questions. 2 ans d'absence, 2 ans sans activité. Est-ce qu'on aura le même Sessegnon de cela il y a 2 ans, 3 et 4 ans? Par le passé, on se pose beaucoup de questions sur sa qualité. J'avoue que le retour de Sessegnon, ce n'est pas une surprise. Et pour moi, il était là déjà avec l'équipe. Il est là régulièrement, même d'ailleurs, comme accompagnateur et tout. Maintenant, l'objectif pour que le public, ou soit les confrères ou bien les journalistes, ne tirent pas sur son retour en sélection, qu'il est sans club, parce qu'arrivé à un moment donné, on nous miroitait que bon, il faut être titulaire dans son club, ou soit avoir un club pour espérer être sélectionné. Donc, le sélectionneur ne voulait pas faire venir Sessegnon sans club. Et donc, aujourd'hui, il a un club. Donc, c'est logique qu'il soit là. Il y a longtemps que j'attendais son retour. J'attendais ce retour. Pourquoi? Il est vrai que vous me direz que Sessegnon n'est plus le Sessegnon d'avant. Il était sans club. Il a fait des mois, des années à la maison. Oui, d'accord. Mais Sessegnon reste toujours Sessegnon. Il a tout récemment signé à Malte, un club de première division à Malte, Sirène FC, pour ne pas nommer le club. Je pense qu'il a commencé tout petitement dans son club. Il a montré de belles choses depuis qu'il s'est engagé avec le club. En équipe nationale, il a forcément des choses à montrer. Il a, comme un guide, il montrera le chemin aux plus jeunes. Le reste, c'est de la manière dont on va pouvoir l'exploiter, l'utiliser, qui va faire la différence. Donc pour moi, on n'a pas mieux, on a besoin de personnes en milieu de terrain, on a besoin d'un manieur de ballon, d'un maestro
et il est. Progressivement, Moussa Tongi est en train de préparer la relève au sein de cette équipe nationale du Bénin. Mais ce seigneur, ma foi, va apporter. Mais si ce n'est plus beaucoup, il va apporter ce qu'il peut. Quelques 20, 25, 30 minutes, je pense que c'est bon pour le moral. En tant que capitaine emblématique, il aura aussi à cœur de porter l'équipe pour ces journées FIFA. Et pourquoi pas, s'il convainc, Moussa Tongi lui fera encore appel pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les confédérations africaines de football travaillent depuis quelques années à booster le développement du football féminin sur le continent. Des compétitions sous-régionales et régionales sont organisées afin de susciter la promotion de la discipline au niveau des associations membres. Lors du tournoi de qualification de la Ligue africaine des champions féminines à Yamoussoukro en début du mois, Kevin Kwame Kofi, secrétaire général d'Africa Sport d'Abidjan, a exposé l'organisation du football féminin en Côte d'Ivoire. Des propos recueillis par Seton Delarius Adjagbeno. Au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà en Ligue 1, on a 10 équipes et en Ligue 2, on a 14 équipes. C'est d'abord au niveau de la subvention qu'il y a un changement, puisqu'il y a un nouveau comité directeur qui est venu. Au départ, la subvention pour finir une saison, c'était 2,5 millions. Nous sommes passés à 10 millions pour cette année. Donc déjà, il y a un engouement. Et parmi les clubs féminines, c'est la première équipe qui est arrivée dans la phase des demi-finales. Voilà, donc déjà au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un travail qui a été fait. C'est maintenant qu'il y a un peu de l'ordre dans ce domaine-là. On dit le SMIF en Côte d'Ivoire, pour un salaire d'une joueuse, à la rigueur, 60 000 francs. Maintenant, ça dépend de la qualité de la joueuse. Voilà. Selon le talent de la joueuse, l'équipe peut fixer le salaire, mais le SMIF, c'est 60 000 francs. Bon, on a reçu un soutien du ministère de la Fédération. Et puis, comme l'Africa est un club omnisport, on a plusieurs sessions, on a le football, l'athlétisme. On a notre président central qui est venu ici. Au nom de M. Kyotea Narcisse, qui est venu aussi soutenir les filles. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est au niveau des différents responsables, que ce soit au niveau des ministères. Voilà, comme c'est des femmes, vraiment, il n'y a pas trop de sérieux. Vous voyez que même en demi-finale, on a dans la tribune aucun responsable de la fédération, aucun responsable du ministère. Oh, pourtant, c'est le pays qui est engagé. Donc, y a-t-il l'intention de nos différents responsables des différents domaines qui nous soutiennent dans ce sens-là? Au Ghana, le football féminin connaît un peu plus d'évolution dans sa structuration et son financement. À ce propos, suivez les explications de Victor Elias Sechi, manager général de Berry Ladies FC. Le football féminin au Ghana, qu'on peut dire, est un peu avancé. Un peu avancé dans le sens du côté média, côté promotion, côté marketing. D'abord, les matchs des filles sont souvent télévisés sur une chaîne qui est sur Star Times, le décodeur chinois Star Times. Et la ligue même est divisée en deux. Il y a la zone du sud et la zone du nord. Et à la fin, nous avons le gagnant de la zone du sud et le gagnant de la zone du nord qui vont vers la finale et jouer la finale. Et c'est par là qu'on déclare le vainqueur du championnat. En général, je peux dire que le football féminin au Ghana, ça évolue à la 2-4-6. Et depuis des années maintenant, financièrement, les choses... par exemple, l'année passée, le gouvernement ghanéen avait, par son agence, a essayé de donner des salaires aux jeunes filles, surtout durant la période de Covid. Donc, ce qui a motivé beaucoup de ces jeunes filles à jouer le ballon. Malheureusement, compte tenu des conditions financières du pays, ça ne marche plus maintenant. Mais la vérité est qu'actuellement, comme nous sommes en train de parler, la Fédération ghanéenne de football a trouvé un partenariat avec Malta Guinness. Malta Guinness que nous connaissons tous. Et Malta Guinness est pratiquement dans presque tous les pays de la sous-région. Et si aujourd'hui Malta Guinness rentre en partenariat avec le football ghanéen, surtout plus précisément le football féminin,
pour la promotion et le développement du football féminin, c'est déjà une grande chose pour la fédération ghanéenne et pour les jeunes filles ghanéennes. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de motivation. Avant même quand Pem Dakwa ne vienne ici, c'était même l'année passée, le vice-président de la République a toujours des dons qu'il donne. Il donne toujours des fonds aux jeunes filles, c'est-à-dire à l'équipe gagnante de la Ligue pour se préparer pour la compétition du Champions League. Et c'est ce qu'il a fait aussi avec Ampem Dakwa cette année aussi. Et deux fois successivement, il a toujours tenu à sa parole. Et à part lui, il y a des agences du gouvernement, il y a des ministres et beaucoup de leaders du pays qui s'intéressent beaucoup au football féminin. En fait, en réalité, le football féminin au Ghana est capable d'attirer le nombre de personnes que le football masculin aussi attire auprès des supporters. Par exemple, moi-même, mon équipe, Berry Ladies, qui joue à Madina, à chaque fois que nous jouons contre Hazakes Ladies, c'est comme un classico. Et le nombre de personnes qui viennent là-bas, des fois, dépasse même le nombre de personnes qui viennent regarder les matchs des garçons, des D1 et de Premier League. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci pour l'attention accordée à ce programme. Excellente soirée à toutes et à tous.